Dans les forêts enneigées d'Arizona, en 1876, une veuve blanche aux mains tachées de poudre fuit la mort avec ses 4 enfants, et un guerrier comanche agonisant qu'elle aurait dû achever. Ellen Hayes, 32 ans, cœur brisé par la perte de son mari chasseur de primes. Toka, 30 ans, dernier survivant d'une bataille sanglante, abandonné par les siens. Entre eux, un chemin de glace, une Winchester prête à cracher le feu, et une question qui brûle plus que le vent. La miséricorde peut-elle naître là où la haine a tout enseveli? Ce qui commence par un geste fou se termine par une maison que nul n'aurait osé imaginer. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez d'où vous écoutez, et découvrez si un foyer peut renaître des cendres d'ennemis. Les échos des derniers Dokukisu de feu s'éteignaient dans la forêt de pins, où la neige, épaisse et impitoyable, avalait déjà les corps encore chauds. L'année 1876 pesait lourd sur les épaules de la frontière nord de l'Arizona. Une terre où la poudre parlait plus fort que les prières, où les Comanches et les tuniques bleues se disputaient chaque pouce de terre rouge comme si le diable lui-même avait tracé les cartes. Au milieu de ce carnage fumant, un seul souffle persistait, faible, râpeux, presque effacé par le vent qui sifflait entre les troncs noirs. Tokar gisait là, le dos contre un pin centenaire dont l'écorce rugueuse mordait sa chemise déchirée. 30 ans, le corps forgé par les raids et les chasses interminables, marqué de cicatrices qui racontaient des victoires oubliées et des frères perdus. Une balle de Springfield lui avait traversé l'épaule gauche, une autre avait fendu sa cuisse droite. Le sang coulait en filets sombres, se mêlant à la neige qui se teintait d'un rose sale, puis d'un rouge plus profond, comme si la terre elle-même buvait son dû. Ses compagnons l'avaient cru mort dans la débandade. Un corps de plus à laisser aux coyotes et aux corbeaux qui tournaient déjà en cercle lent, patients, leurs cris rauques perçant le silence glacial. Il tenta de bouger, mais la douleur le cloua au sol, et ses paupières lourdes s'abaissèrent sur un monde qui s'effaçait en blanc et noir. Le froid mordait plus cruellement que n'importe quelle lame. Il sentait ses doigts engourdis, son souffle se condenser en nuages éphémères, et dans sa tête, les images défilaient, le galop furieux des mustangs, les lances brandies sous un soleil de plomb, les visages de ses frères tombés un à un sous le feu des carabines, abandonnés, oubliés, comme tant d'autres avant lui. La neige tombait plus drue, recouvrant les traces de sabots et de bottes, effaçant la bataille comme on efface une dette. Tokadi ferma les yeux, prêt à rejoindre les esprits des ancêtres, quand un bruit nouveau perça le voile de sa conscience, le craquement régulier de roues en bois sur la glace compacte, le hennissement étouffé d'un cheval et le grincement d'un essieu qui protestait contre le poids qu'il portait. Ellen Hayes avançait sur ce sentier oublié, les rênes serrées dans ses mains gantées, de cuir usé, son visage pâle, encadré par un bonnet de laine qui ne parvenait pas à retenir les mèches rebelles collées par le givre. 32 ans, veuve depuis 3 lunes seulement, elle traînait derrière elle un chariot brinque-ballant chargé de tout ce qui restait de sa vie. 4 enfants blottis sous des couvertures rapiécées, quelques sacs de farine durcis par l'humidité, une caisse de munitions et un fusil Winchester accroché à portée de main, son canon encore tiède des tirs défensifs de la veille. Tommy, 12 ans, l'aîné, tenait les rênes d'une main ferme malgré son jeune âge. Sarah, 8 ans, serrait contre elle Billy de 6 ans et Little Jane de 4, qui pleurnichait doucement, affamée et transie. Hélène fuyait les camps de chercheurs d'or où son mari, chasseur de primes impitoyables, avait trouvé la mort dans une embuscade tendue par des desperados. Plus de toit, plus d'or, seulement cette route vers nulle part, vers un hypothétique nouveau départ, loin des balles et des tombes de fraîches. Le cheval s'arrêta net, les naseaux dilatés, flairant l'odeur métallique du sang qui imprégnait l'air.
Hélène tira sur les promptes rênes, le cœur battant, et scruta les ombres entre les pins. Là, à une dizaine de pas, gisait l'homme. Peau cuivrée, cheveux noirs noués en tresses guerrières, vêtements de daim déchirés et tachés. Un Comanche, sans doute l'un de ceux qui avaient bansemé la terreur dans les convois. Son instinct hurla « Tire, achève-le, protège les tiens ». Sa main se posa sur la crosse du Winchester, les doigts tremblants, non pas de peur, mais d'une rage contenue, nourrie par les nuits où elle avait veillé seule, arme à la main, pendant que son mari courait après les primes. Little Jane murmura depuis le chariot « Mama, is he bad ?» La question innocente transperça Hélène comme une lame froide. Elle descendit, bottes crissant dans la neige, approchant pas à pas, le fusil levé. Le vent charriait l'odeur de poudre brûlée et de résine, et les corbeaux croassaient Bavais plus fort, comme pour l'avertir. Toka entr'ouvrit les yeux, deux puits sombres, voilés par la douleur, mais encore vifs. Pas de supplication, juste une acceptation muette. Hélène s'agenouilla, ignorant la neige qui imprégnait son manteau, et défit le lien de cuir brut autour de son cou, où une entaille superficielle saignait encore. Ses deux mains, calleuses d'avoir manié la lessive ôté le colt, travaillèrent en vite. Elle déchira un pan de son propre manteau pour bander la plaie la plus grave, pressa une gourde contre ses lèvres craquelées, forçant quelques gouttes d'eau à passer. « If you're still breathing, you're worth saving », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour lui. Les enfants observaient depuis le chariot, yeux écarquillés. Tommy saisit une vieille scie couverture. Sarah aida à hisser le corps inerte. Ensemble, ils le chargèrent à l'arrière, parmi les sacs, son poids, mort faisant gémir les planches. Hélène remonta en selle, jetant un dernier regard au champ de bataille enfoui sous la neige. Sauver un ennemi, c'était de la folie pure, un risque qui pouvait les faire tous pendre par les patrouilles de cavalerie. Mais dans ce regard mourant, elle avait vu un reflet de sa propre solitude, deux âmes brisées par la même frontière impitoyable. Le chariot reprit sa route, les roues grinçant sur la glace, emportant avec lui un secret qui pouvait tout changer ou tout détruire. Les roues du chariot mordaient la glace avec une régularité hypnotique, chaque chaos envoyant des éclats de neige sur les flancs des pins qui défilaient comme des sentinelles muettes, tandis que le secret chargé à l'arrière pesait plus lourd que n'importe quel sac de farine. Hélène serrait les trintes d'une main ferme, l'autre effleurant la crosse du Winchester posée sur ses genoux, ses yeux scrutant les ombres mouvantes de la forêt où un éclat de tunique bleue pouvait surgir à tout instant pour sceller leur sort. Les enfants, blottis sous les couvertures, jetaient des regards furtifs vers l'homme inconscient, dont le souffle rauque se mêlait au vent, et Tommy, l'aîné, murmurait des questions qu'Hélène repoussait d'un signe de tête sec, consciente que chaque mile parcouru creusait un peu plus le gouffre entre la sécurité illusoire et le nœud coulant qui les attendait si les patrouilles flairaient la trahison. Les jours suivants se fondirent en une procession épuisante à travers les quenouilles escarpées, où la neige s'accumulait en congerces traîtresses qui faisaient patiner les roues et obligeaient Hélène à descendre pour pousser, ses bottes s'enfonçant jusqu'aux chevilles, dans une boue glacée qui collait comme du goudron. Toka flottait entre fièvre et délire, son corps secoué de frissons qui faisaient grincer les planches, et dans ces moments de semi-conscience, il apercevait le visage de la femme penchée sur lui, ses mains rugueuses appliquant des cataplasmes d'herbes cueillies à la hâte ou forçant une bouillie tiède entre ses lèvres fendues. Il revoyait en flash les raids où il avait scalpé des colons comme elle, entendu les cris des femmes fuyant les tipis en flammes, et pourtant cette même race le maintenait en vie, ses liens de cuir lâches autour de ses poignets, servant moins à retenir qu'à empêcher une chute fatale lors des virages abrupts. Hélène savait le prix de son geste. Dans ces territoires, secourir un Comanche
équivalait à signer son propre arrêt de mort, les affiches de primes collées chandal au poteau des forts, promettant la potence pour quiconque sympathisait avec l'ennemi, et elle imaginait déjà les regards accusateurs des autres pionniers si on les surprenait. Pourtant, quand Little Jane tendait une main timide pour toucher la tresse noire de l'homme, ou que Billy posait des questions naïves sur les peintures d'hommes de guerre, effacées de par le sang séché, Hélène ne trouvait pas la force de les repousser, son cœur déchiré entre la peur viscérale et une pitié qu'elle n'avait pas sollicitée. La nuit, autour d'un feu minuscule, creusé dans la neige pour masquer la fumée, elle veillait arme au poing, écoutant les hurlements lointains des loups qui semblaient se répondre aux gémissements de Toka, et elle se surprenait à murmurer des prières oubliées, demandant non pas le pardon, mais la force de ne pas regretter. Enfin, au crépuscule d'une journée où le soleil bas teintait les crêtes d'un rouge sanglant, ils atteignirent une clairière bordée d'un Suanuok-non, dont la vapeur montait en volutes paresseuses, offrant un répit bienvenu contre le froid qui rongeait les os. Hélène arrêta le chariot, attacha les chevaux à un tronc solide et ordonna aux enfants de ramasser du bois sec pendant qu'elle vérifiait l'état du blessé, dont les yeux s'ouvrirent pleinement pour la première fois, clairs et perçants, malgré la douleur qui les voilait. Toka tenta de se redresser, ses muscles bandés comme un arc prêt à rompre, mais une quinte de toux le plia en deux, et il retomba contre les sacs, fixant la femme qui se tenait là, fusil en bandoulière, son ombre allongée par les flammes naissantes. Elle s'approcha, défit les liens avec une lenteur calculée et recula d'un pas, laissant une distance respectable où la mort pouvait encore s'interposer. « You die, my kids see a corpse. You live, they see mercy. Don't make me regret it. » lâcha-t-elle d'une voix éraillée par la fumée et l'épuisement, chaque mot pesé comme une cartouche dans le barillet. Tokar soutint son regard, sentant la tension crépiter entre eux comme l'air avant l'orage, et pour la première fois, il perçut non seulement la menace, mais la fatigue infinie d'une femme qui avait enterré son homme et traînait ses petits à travers l'enfer blanc. Il hocha la tête, un geste minimal qui scellait un pacte fragile, et quand elle lui tendit une tasse de bouillon fumant, il but sans un mot, le liquide brûlant descendant comme un feu liquide dans ses veines gelées. Mais la liberté relative ne dura pas. À l'aube suivante, Tokar se leva en titubant, ignorant les protestations de son corps lacéré, et boitilla vers la lisière de la clairière, déterminé à disparaître dans les pins avant que la dette ne devienne chaîne. Ses pas laissaient gossom des traces rouges dans la neige fraîche, et Hélène, qui l'observait depuis le chariot, sentit une pointe d'angoisse irrationnelle, non pour sa sécurité, mais pour ce qu'elle avait investi dans cet acte insensé. Elle le rattrapa en quelques enjambées, lui fourra un couteau dans la main, la lame luisant sous le soleil pâle, et pointa son propre sternum d'un doigt ferme. « If you want revenge, finish it now. But I buried enough bodies. » cracha-t-elle, les yeux flamboyants, prête à en finir là si la haine l'emportait. Tokar serra le manche, les jointures blanchies, revivant en un éclair les villages rasés, les enfants comanches abattus comme du gibier, et la tentation le traversa comme une balle chaude. Pourtant, il regarda par-dessus l'épaule d'Hélène, les petits visages alignés près du feu. Tommy armé d'un bâton comme d'un fusil, Sarah serrant un lapin piégé, Billy et Little Jane blottis l'un contre l'autre, et quelque chose se brisa en lui, une barrière forgée dans le sang, mais fissurée par cette vision inattendue de vulnérabilité partagée. D'un geste brusque, il planta le couteau dans la neige à ses pieds, la lame vibrant comme un diapason, et recula, les mains ouvertes en signe de reddition muette. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle parole, un pont ténu jeté sur l'abîme, tandis que la vapeur du Sua enveloppait leur silhouette comme un voile de mystère, scellant le début d'une alliance que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. La vapeur du Sua
s'élevaient encore en spirales fantomatiques autour d'eux, mais déjà l'alliance naissante se muait en gestes concrets, Hélène tendant un bout de pain dur à Toka, qui l'acceptait d'un hochement sec, tandis que les enfants, curieux comme des poulains, s'approchaient pour observer cet homme qui n'était plus tout à fait ennemi. Les doulars, les jours qui suivirent, s'écoulèrent dans la clairière comme un fragile équilibre sur une corde raide, le campement prenant forme avec des branches de pin, taillées pour un abri rudimentaire, et un feu entretenu jour et nuit, dont les flammes crépitaient en écho au craquement des os qui se ressoudaient lentement. Hélène, habituée à la dureté des camps miniers, enseignait à Toka les mots anglais essentiels « water »,« fear »,« child », prononcés d'une voix basse et directe, ses lèvres formant les syllabes comme on charge une cartouche, et lui, en retour, traçait du bout du doigt dans la neige des symboles comanches pour désigner les objets, ses explications silencieuses mais précises, captivant les petits qui répétaient maladroitement les sons gutturaux. Tommy, l'aîné aux épaules déjà voûtées par les corvées, apprenait à allumer un feu sans fumée en creusant un trou profond et en couvrant les braises de terre humide, une technique que Toka démontrait avec la patience d'un chasseur rodé, ses mains calleuses guidant celles du garçon jusqu'à ce que des volutes invisibles montent vers le ciel gris. Sarah, 8 ans et yeux vifs comme ceux d'un faucon, s'asseyait des heures près de lui pendant qu'il façonnait des pièges à lapins avec des lanières de cuir et des brindilles flexibles. Ses gestes fluides, racontant sans mots les nuits de famine dans les plaines où chaque prise signifiait survie. Et bientôt, elle posait les collets elle-même, ramenant fièrement un gibier maigre que Hélène rôtissait sur des broches de fer tordues. Billy et Little Jane suivaient l'année comme des ombres, ramassant les traces de pas dans la neige pour apprendre à distinguer le loup du coyote, le sabot du cerf de celui du mustang sauvage, et Toka, accroupi à leur hauteur, pointait du doigt les empreintes avec une gravité qui imposait le respect, transformant la peur instinctive en connaissance précieuse. Sarah surtout s'attachait, s'installant chaque soir près du feu pour écouter les récits muets de Toka, qui levait les mains vers les étoiles, visibles à travers les branches, et mimait les chevaux du vent galopant sur les nuages, ses doigts traçant des arcs invisibles qui faisaient naître des mondes entiers dans l'imagination des enfants. Et Hélène, observant de loin, tout en aiguisant sa lame sur une pierre plate, sentait une pointe de jalousie mêlée à un soulagement qu'elle n'admettait pas, car pour la première fois depuis la mort de son mari, les rires étouffés des petits perçaient dans la nuit comme des balles traçantes. Si cette histoire de frontières brisée et de leçons inattendues vous touche au cœur comme elle m'a captivé lors de mes recherches dans les archives poussiéreuses des forts oubliés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune suite, car ces alliances forgées dans le feu sont celles qui méritent d'être partagées autour d'un café ou d'un feu de camp. Mais la paix, aussi ténue qu'une toile d'araignée sous la rosée, se déchira un matin où le soleil perçait à peine les nuages bas, quand le martèlement distant de sabots sur la neige compacte annonça l'arrivée d'une patrouille de cavalerie. 6 hommes en tunique de bleu, délavés, fusils Springfield en bandoulière et regards durs comme l'acier forgé à Springfield. Le lieutenant, un homme sec aux moustaches, ciré et au badge terni par la poussière des trails, arrêta son cheval devant le campement, son ombre s'allongeant sur les visages pâles des enfants qui se figèrent près du feu, et il pointa du doigt Toka, adossé à un pin, encore faible mais debout, ses cicatrices visibles sous la chemise rapiécée. « Sympathizer !» cracha-t-il, le mot tombant comme une accusation de haute trahison, et ses hommes mirent Topiès, à terre, corde prête à former un nœud coulant sur la branche la plus solide, promettant une pendaison exemplaire pour décourager tout commerce avec les Ossetes sauvages. Hélène bondit,
Winchester déjà armé et pointé sur la poitrine du lieutenant, le clic du chien résonnant dans le silence tendu comme un coup de tonnerre contenu, et elle avança d'un pas, les yeux flamboyants sous son bonnet enneigé. « You already took my husband in one of your ambushes. You'll not take another man in front of my children. » gronda-t-elle, la voix rauque mais inébranlable, chaque syllabe chargée de la poudre qu'elle avait versée dans tant de cartouches pour protéger sa famille. Les soldats hésitèrent, main sur les crosses, mais le lieutenant ricana, ordonnant à 2 d'entre eux d'avancer pour désarmer la femme, quand Toka émergea des buissons où il s'était glissé en silence, main levée, haut au-dessus de la tête, son corps marqué par les balles récentes, témoignant de sa vulnérabilité, mais son regard calme comme un lac gelé. « No fight, only woman brave », lança-t-il dans un anglais hésitant mais clair, les mots sortis comme des flèches de précise qui clouèrent les soldats sur place, et il s'avança lentement, permettant qu'on lui passe les cordes autour des poignets, sans résistance, un sacrifice muet pour épargner aux enfants la vue d'une fusillade qui aurait teint la neige de rouge frais. Hélène baissa son fusil d'1 millimètre, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume, déchiré entre l'envie de tirer et la nécessité de protéger ses petits, tandis que les cavaliers emmenaient Toka ligoté sur un cheval de spar, leur rire moqueur s'estompant dans la forêt, laissant derrière eux un campement figé dans un silence plus lourd que n'importe quelle tempête. Le silence qui s'abattit sur la clairière après le départ des cavaliers fut plus oppressant que le grondement d'un orage lointain. Hélène, serrant encore son Winchester, comme si la crosse pouvait retenir la rage qui bouillonnait en elle, tandis que les enfants, figés près des braises mourantes, fixaient dans la piste où les traces de sabots s'effaçaient toutes déjà sous une neige fraîche, qui tombait en rideaux serrés. Le vent se leva soudain, charriant des flocons gros comme des balles de coton, et avec lui vint le hurlement d'une tempête qui transformait la forêt en un chaos blanc, les pins ployant sous le poids comme des arcs surchargés, obligeant Hélène à rassembler ses petits dans l'abri de fortune où les couvertures gelées collaient à la peau. Tommy, les yeux rougis, mais la mâchoire serrée, demanda ce qu'il ferait sans l'homme qui leur avait appris à survivre, et Hélène, sentant le poids de ses mots comme une enclume sur les épaules, répondit d'une voix ferme qu'elle irait le chercher, car laisser un allié aux mains des tuniques de bleu revenait à signer leur propre sentence dans ces terres impitoyables. Elle prépara le départ avec une efficacité forgée dans les camps miniers, chargeant Tommy de veiller sur les plus jeunes, avec le fusil chargé et les instructions précises, tirer en l'air si des ombres approchaient, barricader l'entrée avec les sacs de farine. Puis, elle sella le cheval, le plus robuste, enfila son manteau rapiécé et glissa des cartouches supplémentaires dans ses poches, le métal froid mordant ses doigts engourdis. La neige fouettait son visage comme des aiguillards de glace quand elle s'élança sur la piste, suivant les empreintes à moitié effacées des cavaliers qui serpentaient entre les crêtes, son souffle se condensant en nuages furieux, tandis que le monde se réduisait à un tunnel blanc où chaque pas pouvait être le dernier. Les heures s'étirèrent, en une lutte acharnée contre le blizzard, le cheval patinant sur des plaques de verre glacé, les branches de basses lacérant ses joues, et Hélène maudissait intérieurement la folie qui la poussait à risquer tout pour un homme qu'elle avait failli abattre, mais la vision de Toka, pendu haut et court, la hantait plus que n'importe quel fantôme des plaines. La nuit tomba comme un rideau de plomb, la lune voilée par les nuages, déversant une obscurité où les flocons scintillaient comme des éclats de verre brisés, et Hélène repéra enfin les lueurs vacillantes du campement des soldats, nichés dans une cuvette abritée, où des tentes militaires claquaient au vent, et un feu central crépitait, projetant des ombres dansantes sur les visages fatigués des sentinelles. Elle attacha son cheval à distance, rampant à travers les congères
comme un coyote en chasse, le cœur battant au rythme des rafales, et attendit que les gardes, engourdis par le froid, baissent leur vigilance autour d'une bouteille de whisky passée de main en main. 2 coups secs du Winchester, étouffés par la neige, firent tomber les factionnaires, leur corps s'effondrant sans un cri, et Hélène se glissa dans la tente centrale où Toka était attachée à un piquet, les poignets entaillés par les cordes, son regard s'illuminant d'une surprise muette quand elle trancha les liens d'un coup de couteau précis. Ils s'élancèrent dans la tourmente, Tokar boitant mais soutenu par l'adrénaline, et une balle siffla près de son oreille, s'incrustant dans un tronc avec un éclat d'écorce, le forçant à pousser Hélène devant lui, tandis qu'il dévalait une pente verglacée vers un cheval de spar attaché à la lisière. Une autre détonation frôla sa hanche, traçant une ligne de feu sur sa peau, mais il sauta en selle et tendit la main à Hélène, qui glissait sur la neige traîtresse, ses doigts se refermant comme un étau autour de son poignet pour la hisser derrière lui, le cheval s'emballant dans un galop frénétique à travers la vallée enveloppée de brume, où les cris des poursuivants se perdaient dans le hurlement du vent. Les miles défilèrent en un cauchemar flou, les flocons collant à leurs cils, le sang de Tokar tachant la crinière, jusqu'à ce qu'ils approchent du chariot, où les enfants attendaient, lumière tremblotante dans la nuit. Hélène, épuisée par l'effort surhumain, vacilla en descendant de selle, ses jambes cédant sous elle comme des branches pourries. Et elle s'effondra dans la neige, le monde tournant en spirale blanche, tandis que le froid s'insinuait dans ses veines comme un poison lent. Tokar sauta à terre malgré sa blessure, la soulevant dans ses bras puissants, marqués de cicatrices fraîches, et pressa sa paume contre sa poitrine, sentant le battement faible mais tenace qui refusait de s'éteindre. Un rôle inversé où le sauvé devenait sauveur, ses mains calleuses transmettant une chaleur vitale contre le givre qui menaçait de l'emporter. Ils traînèrent jusqu'à un abri improvisé sous un surplomb rocheux, allumant un feu minuscule avec des brindilles sèches protégées par la paroi, les flammes léchant l'air avec une avidité désespérée, et Hélène, reprenant conscience par intermittence, murmura dans le crépitement « Why didn't you leave me ?» Toka, les yeux fixés sur les braises qui reflétaient l'homme ou les siennes, répondit d'une voix grave comme le tonnerre roulant dans les canyons. « You gave me life, I return it. Balance. » Le mot plana entre eux, scellant une dette éternelle dans le sang et la neige, tandis que la tempête rageait dehors, incapable de briser le lien forgé dans cette nuit infernale. Les braises du feu sous le surplomb rocheux s'éteignaient lentement, mais le mot « balance » résonnait encore dans l'air chargé de givre, tandis que la tempête s'apaisait enfin en un murmure de flocons épars, laissant derrière elle un paysage sculpté en blanc immaculé où les pins se dressaient comme des lances brisées. Hélène reprit conscience au lever d'un soleil pâle qui filtrait à travers les branches alourdies, son corps endolori, enveloppé dans une couverture que Toka avait étendue avec soin, et elle le vit déjà debout, bandant sa propre blessure avec des lanières de cuir découpées de sa ceinture, ses mouvements précis malgré la douleur qui crispait ses traits cuivrés. Les enfants accoururent du chariot, Tommy en tête avec le fusil encore à la main, et ils formèrent un cercle silencieux autour des 2 adultes, les yeux écarquillés par la nuit passée, mais Hélène, d'une voix rauque renforcée par la détermination, déclara qu'il ne fuirait plus, choisissant au contraire un flanc de montagne escarpé, où la neige fondait déjà en ruisseaux boueux pour y planter leurs racines. Les semaines suivantes virent l'hiver céder du terrain, les congères reculant comme une armée en déroute devant les premiers chauds rayons qui réchauffaient dans la terre rouge, et Hélène avec Toka tracèrent les limites d'un ranch modeste sur une pente abritée, abattant des pins pour ériger une cabane aux murs de rondins jointoyés à la boue,
le toit de branches que tressées, couvert de terre battue, qui résisterait aux pluies de printanière. Tommy et Sarah maniaient la hache avec une vigueur nouvelle, leurs coups résonnant dans la vallée comme des défis lancés à la wilderness, tandis que Billy et Little Jane semaient des graines de maïs dans des sillons labourés à la houe forgée d'un vieux fer de chariot, la terre noire et riche s'ouvrant sous leurs efforts comme une promesse de récolte future. Toka dressait les chevaux capturés dans les plaines voisines, apprivoisant des mustangs aux yeux sauvages, avec des murmures comanches et des gestes fluides, formant un choral de pieux solides où les bêtes hennissaient sous le soleil montant, et Hélène, surveillant le tout d'un œil vigilant, réparait les harnais usés avec du fil de fer barbelé récupéré sur des clôtures abandonnées. Les jours s'allongeaient en une routine rude mais rythmée, le lever du soleil marquant le départ de Toka pour chasser le cerf dans les canyons où les échos des coups d'ostfeu se perdaient comme des secrets, ramenant des quartiers de viande que Hélène salait dans des barils improvisés, pendant que les enfants construisaient un enclos pour les poules glanées chez un fermier distant en échange de peaux tannées. Un après-midi où le ciel s'embrasait d'un rouge cuivré, glissant derrière les pics, Toka rassembla les petits autour d'un feu crépitant sur le seuil de la cabane, leurs visages éclairés par les flammes qui dansaient comme des esprits ancestraux, et il leur enseigna la salutation ancienne des Comanches, levant la main ouverte pour prononcer d'une voix grave « Nani Siotoha, we stay alive together », les mots roulant comme le tonnerre lointain sur les plaines, tandis que Tommy répétait avec solennité, Sarah traçait le geste dans l'air, et Billy avec Little Jane imitait Mna maladroitement, liant leurs voix en un chœur hésitant qui scellait leur unité forgée dans l'adversité. Helen, assise sur le perron de rondins encore rugueux, nettoyait son Winchester avec un chiffon huilé, le canon luisant sous la lumière déclinante, et elle observa Toka s'approcher d'un pas mesuré, ses bottes de daim laissant des empreintes dans la poussière ocre qui remplaçait désormais la neige. Il s'arrêta à sa pétranteur, les yeux fixés sur l'horizon, où les ombres des montagnes s'allongeaient comme des doigts accusateurs, et dans un anglais encore rugueux, mais chargé de certitude, il déclara « You needed warrior, I needed home ». Les mots pesaient comme des balles dans une ceinture, avant d'ajouter plus bas, en espagnol teinté de l'accent des plaines, « Tu necesitas un hogar, y yo necesito una abuela para mis hijos ». Hélène leva les yeux, un sourire fugace effleurant ses lèvres craquelées par le vent, et elle posa sa main sur son épaule, sentant sous le tissu usé les muscles tendus par les labeurs quotidiens. Un geste simple qui effaçait les lignes invisibles tracées par la poudre et le sang, unissant peau blanche et cuivrée dans une alliance muette contre la vastitude impitoyable. La caméra s'éloignerait lentement, capturant les enfants courant en cercle autour du feu, qui projetait des étincelles vers un ciel indigo piqueté d'étoiles froides, leur rire se mêlant au crépitement des bûches et au hennissement distant des chevaux, tandis qu'une voix off, grave comme le vent sifflant à travers les canyons, conclurait « In the wild, mercy is rarer than gold, and those who give it find something no bullet can kill, a home ». Le ranch, modeste mais solide, se dressait contre les éléments, un bastion où la haine avait cédé à la survie partagée, et Hélène, pour la première fois depuis des années, sentit le poids de la frontière s'alléger, remplacé par la chaleur d'un foyer bâti non sur la vengeance, mais sur l'équilibre retrouvé dans le chaos des terres frontalières. Si cette saga de miséricorde forgée dans la neige et le sang vous a ému comme elle m'a bouleversé en la narrant, laissez un commentaire. Avez-vous déjà offert ou reçu une seconde chance au cœur de l'adversité? Partagez votre Strawberry Histoire, elle pourrait allumer un feu chez d'autres. Merci d'avoir chevauché ces sentiers frontaliers avec nous. Votre présence rend ces récits
vivant. À bientôt pour une nouvelle épopée, où la poudre parle moins fort que le cœur. Activez la cloche et que les vents des plaines vous portent.